Hello, bonjour à tous, bienvenue dans Tech24, votre dose d'information pour rester connecté avec l'actualité numérique. Au programme cette semaine. Une personne digne de confiance m'a dit qu'Oussama Ben Laden a été tué. Un tweet a suffi pour déclencher une avalanche de réactions dans le monde entier. Comment l'information la plus attendue de ces 10 dernières années a-t-elle fait le tour de la toile? Les détails dans un instant. 12 700 comptes bancaires en danger. L'attaque contre les serveurs de Sony se transforme en vol de données personnelles. Les patrons du groupe japonais présentent leurs excuses. Et puis, un clavier flexible qui se plie à vos clics. Vous en rêviez? Guillaume Gralet du magazine Le Point l'a testé pour vous. Mais d'abord, direction Twitter. C'est sur le réseau que la mort d'Oussama Ben Laden a été dévoilée dimanche, le dimanche 1er mai, 1 heure avant que Barack Obama n'en fasse l'annonce officielle à la télévision américaine. En 1991, CNN s'est imposé comme un média crédible pour sa couverture de la guerre du Golfe. En prenant les médias traditionnels de court, les utilisateurs de Twitter ont-ils fait du site de microblog un média à part entière? C'est une des questions que nous allons poser à Guillaume Gralet. Mais d'abord, Guillaume, racontez-nous l'histoire de ces deux héros malgré eux qui ont tweeté le scoop. Au bon endroit, au bon moment. C'est ce qui est vraiment arrivé à Sohib Attar, qui est un utilisateur de Twitter pakistanais de 33 ans, un consultant en informatique, qui, le 1er mai, est tranquillement chez lui quand il entend des hélicoptères qui tournent dans sa ville. C'est plutôt inhabituel. Il décide de tweeter l'information à 1 h du matin, de tweeter en fait tous les bruits qu'il va entendre. Et il va se rendre compte plusieurs heures plus tard qu'il est le premier à avoir suivi en direct, à avoir retransmis en direct cet événement. Aux États-Unis, sur la côte est américaine, ce même jour, Keith Urban, qui est un collaborateur de Donald Rumsfeld, a lui un coup de fil très informé. Il décide de tweeter l'information selon laquelle Ben Laden est mort. À 10h25, on est 1 heure avant l'annonce officielle. Et c'est bien ça qui est intéressant dans ces deux aventures, c'est qu'on se moque totalement des annonces officielles, des gens qui étaient jusqu'ici inconnus et qui ont aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de followers sur Twitter sont devenus des stars. Elles ont cassé la chronologie habituelle des médias et de révélation des informations. Alors on l'a vu avec vous Guillaume, l'information s'est littéralement répandue comme une traînée de poudre sur la toile. Google dit même avoir enregistré un pic, une augmentation de plus d'1 million de % sur la requête Ben Laden dans la nuit de dimanche. Comment est-ce que les moteurs de recherche ont pu supporter cette augmentation de trafic ? On a vraiment eu une explosion du nombre de demandes. C'était valable également sur Twitter, puisque 4000 tweets par seconde pendant plus de 4 heures. On était à 2 fois plus de trafic sur Internet que pendant le mariage princier. Comment on a pu répondre à tout ça? Akamai et d'autres professionnels de l'accès Internet avaient doublé le nombre de serveurs. Vous savez, les serveurs miroirs qu'on installe dans tous les pays du monde pour pouvoir répondre de manière instantanée aux requêtes. Eh bien, toute cette installation qui était valable pendant le mariage royal a servi durant ce nouvel événement. Alors, la mort d'Oussama Ben Laden a tout d'une information virale, mais attention à la viralité de ce type de contenu. Même les plus grands médias peuvent parfois se faire prendre par des documents postés en ligne. C'est ce qui est arrivé avec l'affaire de cette photo truquée du corps. On la voit ici à l'écran d'Oussama Ben Laden. Et pendant plusieurs heures, en fait, les plus grands médias, BBC, CNN compris, ont été trompés. Il a fallu la vigilance d'un journaliste de NPR, la radio publique américaine, pour dire attention, il faut se méfier, c'est peut-être un hoax. Et puis, beaucoup en fait, de services d'information ont passé cette photo au sable fin. On s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un montage fait sur Photoshop, à partir de plusieurs photos de Ben Laden pour arriver à ce hoax, cette manipulation. Ce qui est intéressant, c'est que le côté formidablement viral de l'information qu'on a vue à l'annonce de Ben Laden peut également servir à la désinformation. Eh bien voilà, et puis j'ajoute cette alerte du FBI. Des emails affirmant montrer une vidéo de la mort d'Oussama Ben Laden circulent en ce moment. N'ouvrez pas ces courriels si vous les recevez, ils peuvent contenir un virus. Que s'est-il passé d'autre sur la planète high-tech cette semaine? C'est le moment de faire notre tour du web en 60 secondes. L'attaque contre les serveurs de Sony se transforme en vol de données personnelles et met 12 700 comptes bancaires en danger. Les informations des clients de Sony Online Entertainment contenues dans une base de données datant de 2007 pourraient avoir été dérobées. L'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne et les Pays-Bas sont concernés. Les patrons du groupe japonais présentent leurs excuses. Une enquête du FBI est en cours.
Facebook fait saliver les investisseurs. Le Wall Street Journal affirme que le réseau social pourrait être valorisé à 100 milliards de dollars. Selon les rumeurs, son entrée en bourse est prévue pour le printemps 2012. Cette introduction sur les marchés financiers serait l'une des plus grosses de l'histoire de Wall Street. Julian Assange ne veut pas être ami avec Mark Zuckerberg. Pour le fondateur de Wikileaks, Facebook est une épouvantable machine à espionner. Le réseau social serait une base trop facilement accessible aux services de renseignement américains. C'est ce qu'il a déclaré cette semaine au micro de Russia Today. 2 milliards de téléspectateurs dans le monde, des millions de tweets et des pointes à 5 millions de pages vues pendant sa retransmission en live sur Internet. Le mariage de Kate et William se classe à la 6e place des événements les plus vus sur la toile, juste après la Coupe du Monde de football de 2010. Votre clavier sait-il jouer les contorsionnistes ? Figurez-vous que celui de Guillaume Gralet, il le peut. Racontez-nous ça, Guillaume. Alors, je suis vraiment impressionné par la capacité de résistance de ce clavier. On a essayé de tout faire avant d'entrer en plateau. On a marché dessus, on a mis du café dessus. C'est vraiment un clavier qui peut résister un petit peu à toutes nos sautes d'humeur. Ajoutez à ça son caractère aisément transportable. Il est très léger. Vous pouvez l'enrouler en fait et puis le transporter partout où vous voulez. Et puis également une qualité d'hygiène puisque vous pouvez là, je vous arrête tout de suite. On ne va pas s'amuser à ça sur le plateau de Tech 24. Mais en effet, il peut résister à l'eau puisqu'il est tout à fait flexible. Voilà, donc vous pouvez le laver. Ce qui est particulièrement sympa. Donc là, vous avez un modèle qui coûte pas très cher, qui coûte 20 €, qui peut satisfaire énormément d'utilisateurs dans le monde. Celui-là, donc, il a été créé par Mobility Lab, c'est une boîte française. Cocorico. Voilà, et en fait, qui est connectable via une clé USB à un PC. Mais il y a d'autres modèles qui sont connectables sans fil, en Bluetooth, sur des PC, sur des Mac et également des iPads. On reproche quelquefois à l'iPad d'avoir un clavier difficile à utiliser. Avec ça, il n'y aura plus d'excuses. Et donc, vous le conseillez évidemment pour quel type d'utilisateur ? Je le conseille pour les gens qui n'ont pas tellement envie de se poser de soucis, des gens qui n'ont pas peur de l'inconnu puisque ça peut faire un petit peu sourire ce clavier. En fait, ça s'avère très pratique et c'est relativement peu cher. Merci Guillaume pour vos explications. C'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour plus d'informations numériques, rendez-vous sur france24.com. Et puis, pour les bonus, les coulisses de l'émission ou revoir tous les épisodes, une seule adresse, facebook.com/tech24. Et on se quitte avec l'un des gagnants des Webby Awards de cette année, la 15e édition des Oscars du Web qui vient de publier la liste des vidéos primées en 2011. Two Guys, 600 Pillows, traduisait 2 mecs, 600 coussins, remporte le Webby du meilleur montage. Le clip publié sur YouTube en septembre dernier a déjà conquis plus de 4 millions d'internautes. Restez connectés, à la semaine prochaine. Dump me because of my overbuy. I cried all night all over you. You didn't seem to mind my tears or my drool. I could always hold you tight. So soft, so cool on your other side. In my eyes, you've been nothing but a cloud.